Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Belfond, présentent La première empreinte de Xavier-Marie Bonneau, interprété par Bruno Amier. Depuis un moment, ce n'était qu'une lueur diffuse dans le ciel, une lumière vague dont le foyer devait se trouver quelque part derrière les dentelles de pierre noire, tout en haut, bien au-dessus de la forme minuscule qui pressait le pas, guidée par le petit halo de sa lampe torche piquée droit vers le sol. La loupiote dansait, farfadait jaune et blanc, en taquinant le décor pentu avec des petits mouvements saccadés. Une lumière solitaire et malicieuse qui donnait juste de quoi y voir pour ne pas se prendre les pieds dans les 1001 embûches d'un chemin capricieux, suffisamment pour ne pas être vu. Mais qui aurait bien pu espionner une noctambule en vadrouille dans ces lieux? Personne ne devait savoir qu'elle était là. Personne. À présent, la lune venait juste de franchir l'immense falaise qui plongeait droit dans la mer. Une lumière laiteuse s'insinuait dans la calanque de Sugiton et donnait aux énormes rochers de calcaire blanc des allures de diamants formidables qui se découpaient nettement sur le fond d'encre de la Méditerranée. Seules, les silhouettes noires de quelques pins rabougris animaient ce chaos minéral. Il faisait plus clair. La marcheuse éteignit sa lampe, son ombre se dessina nettement sur sa droite. Une forme étrange, longue, complexe, tout en angle aigu. Un pétroglyphe rampant qui n'avait rien d'humain, qui s'allongeait au gré du relief et se perdait parfois dans un trou, pour ressurgir aussitôt sur l'arête pointue d'un rocher. Apparition monstrueuse d'un être mythique surgi des basses fosses de la création, de quelques dieux mauvais oubliés des hommes venus se livrer dans cette demi-nuit à quelque sombre machination contre le genre humain. Mais l'ombre mouvante appartenait tout simplement à Christine Autran, qui sautillait de rocher en rocher, légère, selon un itinéraire précis, sans se tromper un seul instant. Si un hypothétique guetteur avait observé la scène, il aurait constaté qu'elle connaissait parfaitement l'endroit. Mais personne ne pouvait savoir que Christine Autran se trouvait là. Personne. Le vent d'est venait de forcir. Les vagues commençaient à frapper durement la roche dentelée. À chaque choc d'un mouvement lourd, la mer comprimait l'air pris au piège dans les trous du littoral avant de se rejeter en arrière dans un bouillon de colère. Les paquets d'eau donnaient la cadence. La calanque s'emplissait d'un bruit sourd comme une gigantesque caisse de résonance, le ventre d'un tambour de titan. La mer se levait. Un saltan se préparait au large. Il n'allait pas tarder à venir entamer plus fortement le cordon littoral. Christine Autran s'arrêta un instant et respira profondément les humeurs de l'écume. Elle leva les yeux, contempla la lune, puis se tourna vers la mer. L'astre froid et borgne faisait de beaux reflets argentés sur l'étoffe des vagues. Elle s'assit sur le plat d'un rocher et enleva son sac à dos. Le souffle du large pénétra ses vêtements mouillés de sueur. Un froid glacial l'envahit au bas des reins. Elle sortit une laine polaire, l'enfila et prit dans la poche avant de son sac une barre de céréales qu'elle croqua en pensant aux événements de la journée. Un oiseau siffla dans le lointain. Personne ne pouvait savoir qu'elle était là. Personne. Elle consulta sa montre. 20 heures. Cela faisait une paire d'heures qu'elle avait quitté le terminus du bus 21 devant la cité universitaire de Lumini. Elle avait d'abord suivi, sur 1 kilomètre, la piste large qui se dirigeait vers le col de Sugiton, en empruntant l'itinéraire du sentier de grande randonnée, le GR 98. La nuit était en train de tomber.
Quelques pinsons des arbres avaient lancé leur dernier refrain. Christine était ensuite passée dans un sous-bois de pins d'Alep et de chênes verts rabougris avant de déboucher sur le col du Sugiton. Elle s'était assise un moment pour profiter des derniers instants du jour. Il avait fait chaud pour une journée de fin novembre, si chaud qu'une fine vapeur bleue était montée de la mer et avait diffusé les derniers feux du jour. Lentement, l'émeraude et le bleu de l'Aude s'étaient fondus dans un vieil étain encore chaud dans la blancheur des calcaires. Les touffes véronnaises des buissons de lentisque, de la salse pareille et des herbes à gouffer étaient devenues des taches noires dans les balafres du relief. Au fond, à gauche du cap Sugiton, la silhouette familière du torpilleur avait disparu dans l'ombre sale. Sa proue de calcaire fichée dans quelque haut fond à une trentaine de mètres de la côte, vaisseau minéral de la taille d'un aviso échoué au milieu de la calanque, comme un bâtiment de la Royale qui aurait perdu, dans les creux des falaises, une bataille navale contre un sous-marin invisible. Christine avait décidé de passer à droite du panneau indicatif du GR 98 et d'emprunter le sentier tordu qui fonçait droit dans le vallon de Sugiton. Elle s'était laissée porter par la pente en prenant garde de ne pas se prendre les pieds dans les racines de pin qui jaillissaient du sol poussiéreux comme des serpents monstrueux. Au bout d'une vingtaine de minutes, elle s'était retrouvée sur un belvédère qu'elle connaissait bien. C'est là que la nuit était venue l'envelopper. Personne ne devait savoir qu'elle était là. Elle avait quitté son appartement bourgeois, 125 boulevard Chave, vers 8 heures du matin. Le mardi était sa journée de cours à la faculté des lettres et des sciences humaines d'Aix-en-Provence. 3 heures le matin, de 9 heures à 12 avec les étudiants de licence, et 1h30 l'après-midi à partir de 14 heures, avec les étudiants du diplôme d'études approfondies d'histoire. Elle préférait le cours du matin, une unité de valeur dans le jargon universitaire, qui lui permettait de s'étendre sur son sujet favori, le magdalénien en Provence, période à laquelle elle avait consacré toute sa carrière universitaire, à commencer par sa thèse volumineuse sur les silex taillés des gisements du Paléolithique supérieur du sud-est de la France et de la Ligurie. Les cours terminés, elle avait dû discuter un long moment avec Sylvie Morel, une chercheuse au CNRS qui voulait des précisions sur le foyer qu'elle était en train d'étudier. Christine n'aimait pas Sylvie à cause de son assurance, de ses postures de défi, de ses manières bourgeoises et de sa façon de tourner autour du professeur Palestro, le responsable du département de préhistoire. Christine avait dû s'avouer qu'elle en était jalouse, et c'était peut-être ce qu'elle supportait le moins, cette jalousie qui la marquait comme un signe de faiblesse. Elle détestait entendre le préhistorien tutoyer sa rivale, l'appeler familièrement par son prénom. Elle avait l'impression que le seul homme qu'elle ait jamais respecté le faisait à dessein, pour la mortifier. Sylvie lui renvoyait l'image de ce qu'elle aurait pu être si elle n'avait pas trempé sa vie dans la pesanteur de la littérature savante. Sylvie Morel rayonnait, des attitudes raffinées, un corps solide et doux à la fois, des lourds cheveux noirs, une peau ambrée, des yeux d'ébène qui reluquaient tout, un visage fin avec pour seule concession à la conscience de son âge de très légères traces de maquillage. Elle portait toujours des vêtements discrets, le plus souvent un jean et des hauts sans prétention, comme pour masquer ses origines bourgeoises. Seul clin d'œil au luxe de sa classe, un lourd diamant à sa main gauche. Christine avait toujours eu du mal à soutenir le regard luxueux de Sylvie. Elle frissonnait légèrement en sa présence quand sa main venait à frôler celle de son ennemi, ou qu'elle se laissait prendre par sa voix délicate. Elle sentait une douce luxure se diffuser dans son ventre comme le fluide d'une drogue rare. Un léger picotement lui parcourait le cuir chevelu. Elle croisait ses jambes fortement, jeu de l'attirance et de la répulsion pour une beauté sensuelle qui la dominait. « Christine Autran ?
avait donc pris du retard et avait dû foncer sur l'autoroute nord pour rejoindre Marseille avant les gros bouchons de la fin de journée. Dans la cage d'escalier de son immeuble, elle avait fait le plus de bruit possible pour attirer l'attention de la vieille voisine du premier, pour lui signifier que la locataire du second rentrait à l'heure habituelle. La vieille, propriétaire de l'immeuble, toujours à l'affût comme une murène dans son trou, surveillait les entrées et les sorties de ses locataires au travers de son judas. Pour sortir, Christine avait pris soin de descendre l'escalier en chaussettes sans faire le moindre bruit. Elle s'était ensuite engouffrée dans le premier tramway pour rejoindre la station de métro Vieux-Port, anonyme parmi les anonymes qui vont et qui viennent en fin d'après-midi.